Bonsoir, merci pour votre présence à cet échange sur le PEA. Je suis Jean-Baptiste Barbier, je suis le directeur du développement. L'objectif ce soir, c'est d'échanger sur tout ce qui va vous permettre de gérer votre PEA avec le plus d'efficacité possible, notamment en regardant et en allant voir nos interfaces, qu'est-ce que nous vous proposons, également quels sont les outils d'aide à la décision proposés par EasyBourse. Qu'est-ce qui va vous permettre de peut-être mieux savoir quand acheter et quand vendre. On ira voir aussi le passage d'ordre, comment se passe concrètement un ordre, quels sont les points d'attention à avoir. Et puis on verra qu'avec un OPC, on peut bien sûr acheter des actions, mais aussi on peut aussi investir sur des OPC ou des ETF. Notamment, on verra qu'on peut le faire hors de l'Union européenne pour diversifier encore plus son PEA. Donc on verra ça. Et on jettera aussi un coup d'œil sur les frais, les formules, comment optimiser son compte sur EasyBourse. Et bien sûr, vos questions. Ce webinaire se veut très interactif. Alors, peut-être pour restructurer un peu l'échange, on va se rappeler 2 ou 3 choses sur le PEA. C'est quoi un PEA? Un plan d'épargne en actions qui, comme son nom l'indique, permet d'investir sur des actions. On verra qu'il s'agira d'actions de l'Union européenne. Donc, on ne peut pas acheter l'action Apple ou Tesla, par exemple, avec son PEA. On verra qu'on peut aussi acheter des EPC et des ETF pour peu que ces EPC et ETF soient majoritairement investis dans des valeurs de l'Union européenne. Et on verra malgré tout qu'il y a des ETF qu'on appellera synthétiques qui vont malgré tout vous proposer la performance du Nasdaq ou du monde entier et qu'on pourra mettre dans son PEA. On verra comment c'est possible. Alors, avec un PEA, quand on investit sur des choses cotées en continu, eh bien, c'est simple pour passer son ordre et c'est immédiat. Ça, c'est un peu par opposition à l'assurance vie. Quand vous êtes sur l'assurance vie, vous avez surtout dans votre compte des unités de compte, c'est-à-dire des OPC. Et quand vous voulez arbitrer, acheter ou vendre, eh bien, souvent, ça va prendre 4 ou 5 jours. Là, on va être sur une souplesse quand vous passez un ordre au marché et que l'ordre est exécuté, c'est tout de suite que ça se passe. Et si vous voulez revendre dans les 5 minutes plus tard, c'est possible. Donc, c'est la souplesse du PEA qui est notamment intéressante. Et puis, ce qui est aussi intéressant avec le PEA, c'est ce qu'on appelle la niche fiscale, c'est-à-dire l'intérêt fiscal d'avoir investi avec son PEA. Alors, c'est quoi cet intérêt fiscal? Eh bien, c'est quand on a un PEA qui a plus de 5 ans d'âge. Par exemple, vous avez ouvert un PEA en 2018, et là, on est en 2024. Eh bien, et que vous voulez faire des retraits, c'est-à-dire que vous voulez récupérer de l'argent. Vous avez mis 10 000 euros à l'époque. Vous voulez récupérer, par exemple, 2 000 euros ou 5 000 euros. Eh bien, sur ces retraits, on va regarder quelle est la quote-part qui correspond à des gains. Alors, les gains, ça peut être des plus-values, des dividendes ou des intérêts. Et cette quote-part de gains que vous avez eue, eh bien, elle sera beaucoup moins imposée que si vous aviez investi avec un compte titre et un peu moins imposée que si vous aviez investi avec une assurance vie. Donc, quelle sera l'imposition sur les gains? La quote-part de gain sur, si vous retirez 2 000 euros et qu'il y a une quote-part de gain de 1 000 euros, par exemple, et bien sur les 1 000 euros, il y aura seulement les prélèvements sociaux qui vont venir s'impacter. Et en gros, il n'y aura donc pas d'impôt sur le revenu sur vos gains quand vous faites des retraits. Ça, il faut que votre PEA ait plus de 5 ans d'âge. Si vous avez ouvert un PEA l'année dernière, vous avez mis par exemple 5 000 euros et que vous voulez récupérer vos 5 000 euros, c'est tout à fait possible. L'argent dans un PEA n'est pas bloqué. Seulement, si vous avez des plus-values, eh bien, la fiscalité qui va s'appliquer à vos plus-values sur un PEA qui a moins de 5 ans et que vous faites des retraits, eh bien, sera la même que celle d'un compte titre, c'est-à-dire que vous aurez non seulement les prélèvements sociaux, mais aussi l'impôt sur le revenu. Alors, l'impôt sur le revenu dont on parle ici, aujourd'hui, c'est la flat tax, les 30%, le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Donc, de manière générale, quand on parle d'impôt sur le revenu ici, c'est 12,8%. Donc, de manière générale,
avec un PEA, vous échappez à ces 12,8% sur vos gains. Et deuxième avantage du PEA, c'est que, eh bien, donc vous n'avez pas de fiscalité, ou la fiscalité n'apparaît que sur les prélèvements sociaux au moment du retrait. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fait de retrait, eh bien, cet argent que vous auriez pu payer ou dû payer chaque année avec un compte titre au titre des prélèvements sociaux, eh ben, est recapitalisé et vous permet de recommencer à investir. Voilà, donc ça a un effet capitalisant quand vous êtes avec un PEA. Les contreparties au fait d'avoir cet avantage fiscal, eh bien, on peut le faire qu'une seule fois. On peut avoir qu'un seul PEA par personne majeure. On peut le faire que sur des valeurs de l'Union européenne. Et on ne peut pas investir plus de 150 000 €. Alors, première question, quelles sont les modalités et délais pour un retrait du compte liquidité et quelle est la fiscalité? Effectivement, on va aller voir ça. Alors, la fiscalité, donc je l'ai dit, on va regarder vos plus-values que vous avez eues globalement sur votre PEA et on va voir quelle est la quote-part qui correspond à votre retrait et puis donc on va appliquer les 17,2% de prélèvements sociaux. Et attention, ça c'est 17,2%, c'est les prélèvements sociaux depuis quelques années. Mais si vous avez un PEA qui est très vieux, qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans d'âge, EasyBourse ira faire le calcul des prélèvements sociaux historiques pour vous appliquer à votre avantage les prélèvements sociaux, par exemple, qui étaient beaucoup plus faibles en 2000 ou 2005 ou 2010. Alors donc, c'est EasyBourse, quand vous faites un retrait, vous faites la demande chez EasyBourse, on va aller voir sur le site, vous faites la demande chez EasyBourse, EasyBourse fait le calcul pour vous des prélèvements sociaux que vous devez, vous les prélève, et c'est nous qui les versons après au fisc, et nous, on vous verse la différence. Voilà, donc c'est pour ça qu'un retrait sur son PEA prend plusieurs jours, parce qu'il faut en gros le temps que nous, on fasse le calcul des prélèvements sociaux, notamment historiques, qu'on prélève, et après qu'on vous reverse le solde. Voilà, donc on va souvent compter 3, 4 ou 5 jours. On a des modalités pour le faire en ligne, ou sinon vous contactez notre service client. On va aller sur le site pour voir ça de plus près. Alors, allons sur le site EasyBourse. Le voilà, je pense que vous le connaissez. Donc, vous vous identifiez en haut à droite. Vous allez sur la page de synthèse, où là, vous retrouvez vos comptes EasyBourse. Vous avez des comptes titres, des PEA. Et puis, ici, donc, vous avez une petite synthèse qui vous récapitule si vous avez des titres, si vous avez des espèces, et si où vous en êtes en termes d'information fiscale. Donc, avec un PEA ici, il y a un rappel de la date d'ouverture du PEA. C'est important d'avoir cette date en tête pour cette histoire des 5 ans. Et deuxièmement, de voir quel est le montant qui a déjà été investi dans le PEA pour faire la différence entre valeur totale et montant investi. Et donc, c'est ça va exprimer la plus-value globale de votre PEA. Et donc, si vous faites une sortie, un retrait de votre PEA, c'est ça qui va être impacté par les prélèvements. Pour voir notamment si vous voulez sortir de l'argent de votre compte EasyBourse, ça va se passer ici, dans mes opérations prélèvement. Et c'est là que vous allez pouvoir sortir de l'argent. Mais si vous voulez en entrer, là vous êtes en phase d'investissement, comment faire? Il y a 2 possibilités. Soit vous récupérez le RIB de votre compte EasyBourse, et puis vous prenez ce RIB-là, et puis après vous allez faire un virement de votre compte bancaire habituel vers EasyBourse pour ajouter 5 000 €, 10 000 €, bref, le montant que vous souhaitez. Si vous êtes aussi client de la Banque Postale et que vous avez aussi associé, c'est-à-dire donner un RIB de la Banque Postale à EasyBourse, vous pourrez faire ce qu'on appelle des apports immédiats, c'est-à-dire que pour alimenter votre compte EasyBourse, vous pourrez aller chercher de manière immédiate sur votre CCP, votre compte courant postal, jusqu'à 15 000 € par jour, et vous pourrez faire donc
Si vous voulez passer votre temps tout de suite et vous avez pas assez d'argent dans votre compte espèce, vous pouvez faire un apport immédiat. Ça récupère l'argent en quelques secondes sur votre compte EasyBourse et vous pouvez quelques secondes plus tard passer votre ordre d'achat sur EasyBourse. Voilà, donc c'est immédiat et il n'y a pas de frais associés à ces apports immédiats. Donc, voilà, les interfaces pour gérer son compte. Mais effectivement, ce qui est important, c'est la page de synthèse. Il y a le rappel aussi de sa formule. On verra qu'il y a plusieurs formules et chaque formule permet d'optimiser ses frais de courtage en fonction du montant de ses ordres. Deuxième onglet important, la valorisation, où on va retrouver effectivement les différentes lignes qu'on a dans son portefeuille. Et où est-ce qu'on en est en termes de plus-value, où est-ce qu'on en est en termes de quel poids correspond à cette valeur dans mon portefeuille. Je peux faire des extractions, je peux faire des tris, je peux retrouver aussi des détails spécifiques sur mes plus-values. Voilà, donc pas mal d'outils qui permettent de suivre son compte. Et puis aussi, parmi les onglets très utilisés, c'est bien sûr l'historique pour retrouver tout ce qui s'est passé en termes d'apport d'argent, de sortie, de relevé, de mouvement. Donc voilà, c'est ça les trois outils, les trois interfaces les plus utilisées. Mais sachez qu'il y en a beaucoup d'autres, notamment pour suivre les opérations sur titre, pour participer aux assemblées générales, pour participer aux introductions en bourse, pour suivre ces titres non cotés, et également aussi pour pourquoi pas, programmer des investissements réguliers. Voilà. Alors les investissements réguliers, je vais en dire trois mots. C'est quoi? C'est pour ceux qui se disent je ne sais pas quand investir, parce que j'ai toujours peur de ne pas investir au meilleur moment. Eh bien, une des réponses peut être d'investir de manière lissée dans le temps, c'est-à-dire investir à peu près tout le temps, une fois par mois par exemple, en mettant par exemple 50 €, c'est 50 € minimum, et puis on peut choisir des fonds, on peut faire des investissements programmés sur des EPC, on choisit un fonds, on choisit un montant, on définit des dates, et puis comme ça, de manière automatique, eh bien, ça va investir sur le fonds choisi. Alors le fonds, on peut prendre des fonds, il y a des fonds thématiques, des fonds de zone géographique. Voilà, il y a peut-être 200 ou 300 OPC sur différentes thématiques et zones géographiques qui permettent de faire ce type de choses-là. Alors, donc, voilà les principales interfaces vues un peu rapidement. Maintenant, on va peut-être voir, dans ma promesse, c'était de dire comment vous aider à investir, comment vous aider à choisir, ou du moins à mieux savoir quand c'est le bon moment d'acheter ou de vendre. Donc, premièrement, ce qu'on peut se dire, c'est que sur la page d'accueil du site EasyBourse, voilà, donc on essaie de mettre de l'information financière, d'expliquer des choses. Alors, EasyBourse ne fait pas de conseils en investissement, donc on ne va jamais vous appeler pour vous dire faut faire ceci ou faire cela, mais il y a quand même un nombre de choses qui vont vous permettre de mieux voir ce qu'il est possible de faire. Je pense notamment au modèle de portefeuille, où là on actualise des portefeuilles tous les mois, et on vous dit, alors il faut être en mode connecté pour les voir, donc c'est le cas, voilà. Et puis là, par exemple, qu'auraient fait des gérants de la Banque Postale Asset Management sur le mois en cours en gérant un PEA, par exemple. Et on peut choisir PEA investi sur l'Europe, PEA investi sur la France ou les États-Unis. Voilà, donc ils font des propositions et puis à charge pour vous de se dire c'est intéressant cette constitution de portefeuille, ces valeurs sont intéressantes, je vais répliquer plus ou moins, ou je vais bricoler aussi de mon côté ce portefeuille-là, mais en m'inspirant de ceci pour gérer mon PEA sur l'Europe ou juste sur la France, ou pourquoi pas, si j'ai un compte titre, de le faire sur les États-Unis. Donc, il y a ces modèles de portefeuille, il y a aussi les valeurs du moment. Donc là, les valeurs du moment, c'est plus une sélection de sociétés qui sont intéressantes en ce moment sur des thématiques, l'environnement, la technologie et la santé. Et encore une fois, c'est des choix qui sont des listes qui sont actualisées tous les mois par des professionnels, par des experts,
par des gérants de la Banque Postale Asset Management. Et après, si je m'intéresse de manière plus précise à une action, allons par exemple sur l'action Michelin, qu'est-ce qui va m'aider à dire c'est le moment d'acheter ou pas d'acheter? J'aurai en premier lieu, de manière très simple, des consensus. Des consensus, c'est un ensemble d'experts sur le marché. Donc, ce n'est pas forcément d'EasyBourse, hein, c'est de grandes maisons d'analyse sur le marché, donc de Odoo, de Deutsche Bank, etc., qui vont se positionner voilà, chaque semaine sur la valeur en disant bah, elle est plutôt à acheter, à renforcer, à conserver, à alléger ou à vendre. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant de confronter ce qu'on veut faire à ce qu'auraient fait, à ce que disent ces analystes. Voilà, ça permet de, si on veut faire quelque chose et qu'on voit qu'ils sont vraiment, on veut acheter puis qu'on voit qu'ils sont vraiment à la vente, ben, c'est peut-être le moment de réfléchir à deux fois ou de modérer un peu son action, ou pourquoi pas, si effectivement c'est convergent avec ce qu'ils disent, ben pourquoi pas d'y aller peut-être l'esprit un peu plus détendu. Et autre chose aussi très utilisée, ce sont les graphiques, notamment les graphiques dynamiques, où là, effectivement, on va retrouver, alors, quand vous vous y connectez pour la première fois, vous avez l'espace par défaut, vous allez retrouver là, voilà, les graphiques qui sont très personnalisables. Vous pouvez les afficher sur des très grandes périodes, hein, si vous les affichez par exemple sur le maximum de temps donné, eh bien pourquoi pas, voilà, vous allez remonter en 1992. Vous allez pouvoir, je vais remettre une période de 1 an, ce sera plus simple. Un jour, 1 an. Vous avez aussi des lignes de support et de résistance qui vous sont tracées par défaut. Vous avez beaucoup d'outils de dessin sur le graphique. Et vous pouvez accéder à de très nombreux indicateurs, notamment par exemple les moyennes mobiles, par exemple, ou tout simplement vouloir afficher les volumes, ou encore comparer par exemple Michelin avec une autre. Pourquoi pas ici on va dire on va comparer Michelin avec Schneider électrique. Voilà. Voilà, donc j'ai des tableaux comparés, puis après ici j'ai un affichage avec des chandeliers japonais, mais si je veux changer l'affichage avec ces petits onglets-là, je peux vouloir l'afficher de manière un peu plus simple avec tout un ensemble de possibilités d'affichage graphique pour que eh bien, la façon d'afficher les choses corresponde bien à ce que j'aime. Et quand j'aime bien, par exemple, afficher toujours mes graphiques de cette façon-là, eh bien, je peux enregistrer ceci, je peux sauvegarder et aussi garder ensuite, me créer un espace de travail, enregistrer cette façon de voir les choses dans mon espace de travail. Comme ça, chaque fois qu'après, je me reconnecterai, que je regarderai une valeur, ça peut être L'Oréal, ça peut être Sanofi ou autre, eh bien, je verrai de manière affichée, de manière automatique, là en l'occurrence, les volumes et en l'occurrence cette façon d'afficher la courbe et cette comparaison avec la valeur Schneider. Voilà. Donc ça me permet de gagner du temps. Et après, alors juste une question qui m'est posée, c'est quoi ce point d'interrogation-là? Et alors ce point d'interrogation-là, c'est le fait de pouvoir se faire des alertes. Dire que là, Michelin, on a vu que Michelin est autour de 34 €, je peux, soit je peux rester devant mon écran pour guetter le moment où Michelin va passer à 32 € ou à 40 €, à 32 € pour acheter, à 40 € pour vendre, mais je peux très bien aussi mettre directement mes seuils ici, et comme ça, je serai informé automatiquement par email chaque fois que ces seuils se passeront, et ça me permettra de réagir. Voilà. Donc c'est très simple de paramétrer ces alertes. Vous pouvez les mettre, puis après vous pouvez les gérer, les suivre, les enlever, les retirer, les optimiser, comme vous le souhaitez.
Je vous propose de dire 2-3 mots maintenant sur, pour ceux qui n'ont pas passé beaucoup d'ordres, comment être plus à l'aise avec les ordres que vous pouvez passer au sein d'un PEA, notamment sur une action, on va dire Euronext. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Euronext, on parle souvent de marché Euronext. Marché Euronext, il y a Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam. Euronext Paris sera les plus grandes. Ce sera le marché français. Donc, on va retrouver aussi bien Michelin que d'autres sociétés beaucoup plus petites. Il y a différents compartiments d'Euronext, mais tout cela seront sur Euronext. Et puis, il y a aussi d'autres Euronext, Amsterdam, par exemple. Sachez que quand une valeur est cotée sur Euronext, Paris, Bruxelles ou Amsterdam, chez vous, vous pouvez déjà l'acheter avec un PEA, c'est l'Union européenne. Et deuxièmement, vous pouvez le faire avec des conditions de courtage, les conditions du courtage par défaut, c'est-à-dire que si vous avez la formule découverte ou premium, donc à partir de 2 € l'ordre, 2 € pour des ordres jusqu'à 500 €. Alors sur la fiche de passage d'ordre, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il y a 3 choses intéressantes. Premièrement, il y a un rappel du carnet d'ordre. Deuxièmement, il y a effectivement le paramétrage de votre ordre. Troisièmement, un rappel de votre portefeuille. Est-ce que vous avez déjà cette valeur dans votre portefeuille et combien vous pouvez en acheter en fonction des espèces, du disponible que vous avez déjà. Alors le carnet d'ordre, il y a 2 choses. À droite, vous allez retrouver ceux qui vendent. Et donc, vous, si vous voulez acheter tout de suite, c'est auprès de ces vendeurs que vous allez faire affaire. Donc là, en l'occurrence, il y a 8 vendeurs qui sont prêts à vendre 1625 titres pour un montant de 34,17. Voilà. Donc, si vous voulez acheter tout de suite 1625 titres, c'est à ces conditions-là que vous allez les acheter. Et si vous voulez en acheter plus, les 1625 premiers seront achetés là et ceux suivants seront achetés juste un peu plus cher auprès de ces autres vendeurs. Donc, plus on achète beaucoup de titres d'un coup, plus on va remonter le carnet d'ordre. Et là, à gauche, ce sont les acheteurs. Donc, si vous vendez, c'est à ces conditions-là et c'est auprès d'eux que vous allez vendre. Voilà, donc ça va concerner en particulier les ordres au marché. Parce que quand vous envoyez un ordre au marché, il est prioritaire, il est immédiat, et donc vous allez directement taper dans la ligne en haut du carnet d'ordre. Alors ici, il y a un rappel quand vous passez un ordre, il y a un rappel de vos différents comptes chez EasyBourse. Rappel de la place, on a dit que Euronext Paris était la place par défaut, donc c'est quand vous voyez votre brochure tarifaire sous les frais de courtage, c'est ça qui s'applique. Meilleure exécution, qu'est-ce que c'est? Alors quand vous laissez cette case cochée, vous autorisez EasyBourse à faire passer votre ordre sur une plateforme qui s'appelle Equiduct, qui est alternative à Euronext Paris, pour voir si vous ne pourriez pas bénéficier de meilleures conditions à l'achat ou à la vente. C'est-à-dire, quand vous achetez, est-ce que vous ne pourriez pas acheter moins cher? Et quand vous vendez, est-ce que vous ne pourriez pas vendre plus cher? Voilà. Donc, en cochant cette case, ou en laissant cette case cochée, vous permettez de faire une meilleure opération. Voilà. Donc, cette meilleure opération profite à vous. Il n'y a pas d'impact en termes de frais de courtage, c'est bien les frais de courtage Euronext Paris qui s'appliquent. Voilà, donc vous avez tout à gagner à laisser cette case cochée. Quels sont ensuite les différents types d'ordres que vous avez que vous pouvez passer? Alors, vous avez des ordres au marché. L'ordre est prioritaire. Si vous dites que vous l'achetez pour 10 titres et qu'on est en période d'ouverture de marché, c'est important de regarder l'horaire. Donc là, on est 17h25, le marché Euronext est ouvert. Si vous mettez 10 là, vous envoyez, hop, l'ordre va être immédiatement exécuté.
et dans le dixième de seconde qui suit. Et il va être exécuté en haut du carnet d'ordre. Si par exemple vous dites, vous voulez maîtriser peut-être mieux maîtriser vos cours d'achat et de vente, une des choses que vous pourrez faire, ce sera par exemple de faire des ordres à cours limité. Alors à cours limité, ça veut dire quoi? En gros, c'est de dire, là, vous voyez que en gros le cours est à 34,1 ou 34,2 à peu près. Si vous dites, moi, ce qui m'intéresse, au vu de l'historique, au vu de ce qui s'est passé, au vu de ce que je connais de Michelin, eh bien, c'est d'acheter, mais pas plus cher que 32 €. En gros, vous voulez acheter en solde, eh bien, vous mettez 32, vous mettez une date qui peut être jusque, par exemple, à la fin du mois, mais vous pouvez le mettre à la fin de l'année, ou vous avez un an, vous avez jusqu'à un an de délai pour le mettre. Et puis, alors, vous mettez ici le montant combien de titres vous voulez acheter. Donc, on va mettre 10 titres, par exemple. Il faut que j'ai suffisamment d'argent pour le faire. On va aller sur ce compte-là. Je vais mettre 5 titres, par exemple, à cours limité. À cours limité. Et au cours de 32, on va mettre au cours de 20 €, voilà. Voilà. Et voilà, donc je dis, je suis prêt à acheter 5 titres Michelin au cours de 20 € d'ici le 31 octobre. Je valide. Alors j'ai une petite étape de confirmation où je peux récapituler mon ordre et il faut que je confirme pour que l'ordre soit vraiment envoyé. Ça y est, il est envoyé, il est transmis. Vu que c'est un ordre à cours limité avec des conditions éloignées, je pense qu'il n'est pas exécuté. On va aller voir ça dans le carnet d'ordre. Là, je vais dans mon carnet d'ordre. Là, je vais retrouver l'ordre que j'ai passé. Il est là. Il n'est pas exécuté. C'est encore achat en cours parce que les conditions n'ont pas été réunies. Donc, si jamais je change d'avis en me disant c'était une mauvaise idée de faire ça, eh bien, j'annule l'ordre. Voilà. Un ordre non exécuté n'est pas facturé. Donc, il n'y a pas de frais courtage qui s'applique sur un ordre non exécuté. Alors, effectivement, se pose la question des frais. Effectivement, j'ai quelques questions là-dessus. Combien ça coûte de passer un ordre? Alors là, effectivement, ça dépend de la formule. Donc, la formule, j'ai dit tout à l'heure que sur la page de synthèse, il y avait un petit récapitulatif de la formule qui est là. Et pour mieux retrouver combien me sont facturés mes ordres sur Euronext, eh bien, pourquoi pas aller sur cette page « Découvrir l'offre ». Là, on va retrouver les différents frais qui sont présentés en fonction des formules. Voilà, on va se retrouver ici. Donc, si vous passez souvent des ordres de petits montants, c'est-à-dire de 500 €, 1000 €, 1500, 2000 €, eh bien, vous aurez certainement intérêt à avoir soit Easy Découverte, soit Easy Premium. C'est les mêmes conditions avec une différence cependant. Easy Découverte, c'est pour s'auto-limiter en termes de risque. Donc, vous n'aurez pas accès au marché, vous ne pourrez pas avoir accès au marché autre que Paris, Bruxelles, Amsterdam. Et vous n'aurez pas accès aux produits dérivés. Tandis qu'avec Premium, vous aurez accès à toute la plateforme, c'est-à-dire que vous pourrez acheter, alors bien sûr avec un compte titre, vous pourrez acheter des actions américaines, vous pourrez acheter des produits dérivés à la hausse ou à la baisse. Voilà, donc plus de possibilités, mais c'est les mêmes tarifs. Et en gros, donc si vous passez un ordre de 2 €, eh bien ça vous coûtera 5 €. Si vous passez un ordre de 1000 €, c'est 0,45% du montant de l'ordre. Ça fera donc 4,50 €. Sachez qu'avec un PEA, et c'est important de le préciser, avec un PEA, vous avez depuis la loi Pacte, voilà, en 2017-2018, 2019 même, eh bien, un plafond maximum de facturation possible en France de 0,5% sur ce que vous faites avec un PEA. Donc, si vous achetez pour 100 € de titres avec un PEA, eh bien, ça vous coûtera pas plus que
0,5 euros. Ça fera 50 centimes. 50 centimes parce qu'il y a ce plafond de 0,50% qui s'applique sur le PEA. Ça s'applique d'ailleurs aussi bien sur des ordres d'achat que sur des ordres de vente. Voilà, donc si vous passez un ordre de 200 euros, et 200 euros, 0,50%, ça fera 1 euro. Donc, vous voyez que vous pouvez même passer des ordres d'un montant plus faible que 2 euros l'ordre quand vous investissez avec un PEA. Et ce plafond de 50% s'applique quelle que soit d'ailleurs votre formule, que vous ayez Easy Découverte, Easy Premium, Easy Expert ou Easy Intense. Easy Expert, c'est bien quand on fait des ordres souvent de 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Ça permet vraiment d'optimiser ses frais de courtage. Easy Intense, c'est vraiment quand on est très actif. Je vais revenir à mes différents types de passages d'ordre après cette digression sur les tarifs. Alors, j'étais sur Michelin. J'ai dit qu'il y avait des ordres au marché, des ordres à court limité. En gros, quand on fait un ordre d'achat à court limité, c'est qu'on veut acheter un peu moins cher, on peut acheter en solde, mais après, je peux très bien faire mon ordre d'achat, essayer de l'exécuter et tout de suite positionner un ordre de vente à court limité. Supposons que j'achète à 32, à 34 euros et que mon objectif c'est 40 euros, et bien tout de suite je peux positionner un ordre de vente à 40 euros. Je le positionne pendant 6 mois par exemple, puis après je vais faire autre chose dans ma vie que rester derrière mon écran, et le jour où ça touchera 40 euros, eh bien mon ordre de vente sera exécuté automatiquement et donc j'aurai eu mes 6 euros de plus-value par action. Au type d'ordre possible, c'est à la meilleure limite. À la meilleure limite, de manière schématique, c'est comme un ordre à court limité, mais en reprenant la première ligne du carnet d'ordre. Voilà. Ça vous évite de mettre la limite qui est indiquée ici. C'est souvent pour anticiper les ouvertures de marché. Voilà. Et comme ça vous permet de vous dire, eh bien, comme ça, moi, vous pouvez gagner un peu de temps et ne pas avoir à ressaisir ce montant-là. Et autre type d'ordre, eh bien, il y a à seuil de déclenchement. Alors, les ordres à seuil de déclenchement sont très utilisés à la vente. Alors, à la vente, un ordre de vente à seuil de déclenchement, c'est ce qu'on appelle souvent sur le marché un ordre stop-loss. C'est-à-dire que si vous avez acheté pour 34 euros l'action Michelin, vous faites un ordre stop-loss, un ordre de vente à seuil de déclenchement à 32 euros, eh bien, ça fera que lorsque le cours baissera à 32 euros, ça va déclencher automatiquement votre ordre de vente. Voilà, donc ça permet de ne pas creuser des pertes, ou si jamais vous aviez acheté l'action à 30 euros, puis maintenant qu'elle est à 34 euros, et que vous faites une ordre de vente à 32 euros, comme ça, vous préservez au moins 2 euros de plus-value par titre. Voilà, donc, voilà, dans tous les cas, un ordre stop-loss, de vente stop-loss ou de vente à seuil de déclenchement, c'est pour vous laisser la possibilité que le cours continue à monter et de bénéficier d'une hausse possible, mais si jamais ça baisse, eh bien, que ça vende, voilà, que vous ne creusiez pas un trou. Et donc, on peut faire des ordres aussi d'achat à seuil de déclenchement. On mettra souvent les ordres d'achat à seuil de déclenchement juste au-dessus de résistance. Voilà, quand on trace des lignes de résistance, parce que souvent on se dit, si ça va passer, si ça va casser cette résistance, il y aura une accélération à la hausse. Donc souvent on peut dire, si j'identifie une résistance sur Michelin à 40 euros par exemple, je vais dire, je suis prêt à acheter Michelin à 40,5 euros ou à 41 euros par exemple. Et comme ça, alors ça peut paraître bizarre de vouloir acheter 41 euros alors que l'action vaut 34 euros. Oui, mais si jamais ça passe les 40 euros, eh bien, on peut penser que ça va vite monter à 45 ou 50 euros. Voilà. Donc, c'est un peu ce type de raisonnement qu'utilisent les gens qui font des ordres d'achat à ces déclenchements. Et puis, dernier ordre, c'est à plage déclenchement où là, on va mettre une limite basse, une limite hausse. Voilà. Pourquoi et dans quelle situation ça pourra servir? C'est que si jamais vous faites un ordre de vente à ces déclenchements sur Michelin
par exemple, à 32 €, d'accord? Mais que dans la nuit, il y a l'usine Michelin qui brûle, ou il y a des nouvelles très mauvaises sur Michelin, et que Michelin, demain matin, ouvre à la séance boursière, ouvre à 20 €. Voilà. Donc, vous étiez, vous, vendeur à 32 €, mais ça ouvre à 20 €. Ouais, et donc, vu que vous avez mis un ordre de vente à ce déclenchement à 32 €, ben, et que 20, c'est en dessous de 32, et ben, votre ordre va être automatiquement déclenché. Et alors que vous, à 20 €, peut-être que vous n'êtes pas vendeur. Vous pouvez même éventuellement repasser acheteur. Voilà. Donc, pour éviter ce genre de scénario, eh bien, vous mettez par exemple là une limite à 30, une autre à 32. Comme ça, si ça baisse à 30, 31, 32, vous vendez. Mais si ça ouvre à un moment donné à 25, 20 ou 28 ou 29, eh bien, vous ne vendez pas. Combien coûte aussi la garde d'un titre? Ça ne coûte rien. Si vous avez un portefeuille avec plein de titres, eh bien, il n'y a pas de plein de titres actions, donc ça ne coûte rien. Il y a malgré tout ce qu'on appelle chez EasyBourse des frais mensuels d'inactivité. C'est quoi? C'est comme EasyBourse ne facture pas de droit de garde, contrairement à toutes les banques, quasiment toutes les banques. Il y a malgré tout, si on ne fait aucun ordre exécuté sur un mois donné, aucun ordre par exemple entre le 1er octobre et le 31 octobre, si on a la formule Easy Découverte ou Easy Premium, eh bien, le compte peut coûter 3 €. Alors, donc c'est pour ceux qui ne font aucun ordre pendant un mois donné. Donc quelqu'un qui ferait aucun ordre pendant 12 mois peut s'exposer à ce que son compte chez EasyBourse, alors quelle que soit la constitution de son compte, il peut y avoir une action comme il peut y avoir 200 actions de 20 sociétés différentes. Donc, quelqu'un peut s'exposer s'il est inactif pendant 12 mois, à ce que son compte lui coûte 12 fois 3 égale 36 € s'il a la formule découverte ou premium. Je veux dire 2-3 mots sur les EPC, sur les ETF et sur l'offre EasyTrade qu'on voit qui est très visible sur le site EasyBourse. Les OPC, effectivement, quand on a un PEA, eh bien, on peut vouloir soit acheter directement les actions, mais on peut aussi vouloir acheter des EPC thématiques, pourquoi pas, sur des secteurs, sur la France, sur des marchés particuliers, du marché de l'automobile, sur des zones géographiques. Et dans ce cas-là, quand on achète des EPC, on achète des parts de portefeuille qui sont gérées par des gérants. Donc, ça permet de se reposer sur l'expertise d'un professionnel. Et effectivement, ici, EasyBourse propose une cinquantaine de maisons de gestion différentes et au final, plus de 1000 fonds. Donc, on retrouvera les fonds de la Banque Postale Asset Management, mais de beaucoup d'autres, Financiers de l'Échiquier, Rothschild, Amundi, Mirova, DNCA, etc., Carmignac, etc. Voilà. Donc, on peut, si on a un PEA, faire tout simplement une recherche de tous les fonds éligibles au PEA. Et si en plus on va investir avec un minimum de frais, on peut faire une recherche des fonds éligibles au PEA et avec un minimum de frais. Et après, si je clique sur celui-là, par exemple, eh bien, je peux ensuite, pourquoi pas, vérifier en bas. Donc, j'aurai effectivement une page très complète avec beaucoup d'informations. Est-ce que cet EPC capitalise? Quelles sont ses performances? Par qui il est géré? Sur quoi il est investi? Quelles sont ses performances? Et ici, j'aurai effectivement, en termes de frais, c'est ici qu'il faut regarder. Ici, dans les frais de l'offre bourse, c'est pas ici qu'il faut... Ça c'est les conditions du marché en général, mais chez EasyBourse, c'est bien ça qui vous est appliqué. En l'occurrence, 0% de droit d'entrée, 0% de frais de sortie. Voilà. Donc, quand vous passez un ordre sur cette EPC, il n'y a pas de frais de transaction. Sachez quand même, il y a des frais de gestion. Alors, les frais de gestion ne sont pas visibles sur EasyBourse, ne sont pas impactés sur le cours du produit. C'est au niveau de la maison de gestion. Donc ici, la maison de gestion, c'est Amundi. C'est Amundi qui les prélève sur l'encours à la source, en quelque sorte.
pour rémunérer ses gérants, pour rémunérer ses analystes, pour rémunérer ses coûts de structure. Voilà. Et ceci vient s'impacter sur le cours, sur la valorisation, sur ce qu'on appelle la valeur liquidative de l'OPC. Mais ça ne vient pas s'impacter sur votre compte espèce EasyBourse. Et maintenant, 2-3 mots sur les ETF. Donc les ETF, autant les OPC, c'est souvent ce qu'on appelle de la gestion active. Un gérant va optimiser par ses achats et par ses ventes la gestion d'un portefeuille de par son expertise, de par ses choix judicieux, de par son intuition et de par toute l'analyse qu'il peut avoir. Un ETF, en général, ce sera de la gestion passive. Ça va répliquer un indice. Et parmi les indices, on va notamment, par exemple, voir le CAC 40, par exemple. Quelqu'un qui se dirait, moi, je veux faire comme le CAC 40, ni plus ni moins, il peut prendre un ETF qui va répliquer le CAC 40. Donc, voilà un pour 12 € qui est mis par un asset manager qui s'appelle BNP Paribas Asset Management, et un autre ici qui est proposé par Amundi, qui est proposé, effectivement, c'est quasiment un centième du CAC 40. Alors, le CAC 40, il a 7600 €. Pour, en gros, un centième de CAC 40, vous achetez ce produit-là, il est éligible au PEA, et quand le CAC 40 sera plus 1%, vous ferez plus 1%, si il est moins 1%, vous ferez moins 1%. Voilà. Et après, il y a des produits ETF qui permettent de répliquer avec de l'effet de levier à l'inverse ou à la hausse, le CAC 40 notamment. Un petit mot sur EasyTrade. Effectivement, j'avais 2-3 questions sur ce sujet-là. C'est quoi EasyTrade? Effectivement, c'est une offre qu'on a mis en place il y a quelques mois qui permet d'investir avec un minimum de frais. Donc, l'offre ici qui est mise, c'est plus de 20 000 produits sans frais de courtage. Et spécifiquement, quand on a un PEA, il y a des ETF, des trackers éligibles au PEA, donc qui permettent de diversifier, de développer son PEA. Et la caractéristique de cette offre EasyTrade, c'est que sur ces ETF, vous pourrez tous les mois faire des ordres d'achat et on vous remboursera vos frais de courtage. Ce qui fait que vos investissements ne vous coûteront pas de frais de courtage quand vous investirez sur ces PEA, sur ces ETF. Donc, quels sont les ETF qui sont proposés au sein du PEA pour investir donc sans frais sur EasyBourse? Vous aurez un ETF qui va répliquer le CAC 40, voilà, le CAC 40 ESG. Voilà, c'est quoi ce CAC 40 ESG? En gros, vous prenez les 40 actions du CAC 40, vous enlevez les actions, les valeurs les plus controversées, par exemple Total, parce que développement durable, climatique, énergie, etc. Et par contre, vous ajoutez d'autres qui sont vous regardez les sociétés qui ne sont pas dans le CAC 40, mais qui ont des valorisations qui sont juste en dessous du seuil pour rentrer dans le CAC 40. Par exemple, il y a Sodexo ou d'autres, et vous les ajoutez. Voilà, donc ça vous fait 40 sociétés parmi les plus grandes capitalisations mondiales, qui sont toutes, qui n'ont pas de controverse, qui sont toutes compatibles ESG. ESG, je rappelle, c'est environnement, social, gouvernance. Voilà, donc ça permet de se dire que son investissement, il a une dimension durable, responsable, plus importante. Donc là, on est sur des valeurs de l'Union européenne, donc tout est très classique. Mais par contre, vous allez voir que éligible au PEA, ici, il y a le Amundi MSCI World, par exemple, où ici, il y a le Standard & Poor's américain, les 500 plus grandes boîtes, sociétés américaines. Là, il y a le MSCI China, donc c'est des sociétés de Chine, ou encore, on voit qu'il y a des choses comme le Nasdaq. Voilà, Nasdaq, les plus grandes sociétés technologiques américaines, tout ça étant éligible au PEA. Comment c'est possible? Tout simplement, c'est possible parce que le gestionnaire de l'OPC, quand
va investir dans des sociétés qui sont en Union européenne pour que ce soit réglementairement acceptable dans un PEA, mais va aussi mettre des produits dérivés, des contrats swap dans ces investissements, qui auront pour objectif de compenser la performance entre les valeurs de l'action, les valeurs européennes sur lesquelles il aura investi, et la promesse qu'il vous fait de répliquer le Nasdaq, ou de répliquer le MSCI World, ou de répliquer la Chine. Voilà. Et donc, au final, la promesse est bien de répliquer donc, la Chine, le Nasdaq ou le monde, mais au sein d'un PEA. Et puis après, derrière, le gestionnaire de l'ETF, Amundi ici, se débrouille pour que sa structuration financière permette que le produit soit éligible au PEA. Alors, c'est quoi le MSCI World? J'ai une question qui était posée. Le MSCI World, c'est un indice qui va récupérer, qui va intégrer plus de 1000 sociétés mondiales, des plus grandes sociétés, les plus grandes capitalisations mondiales, où qu'elles se trouvent aux États-Unis, en Chine, en Europe, etc., etc. Et donc l'objectif, ce sera que ce produit-là vise à vous proposer au plus juste la performance de cet indice-là sur les 1000 sociétés, ou 1050 ou 1080, le nombre est de cet ordre-là, sociétés mondiales, et que vous puissiez le mettre dans votre PEA, ce qui vous permet de diversifier votre PEA de manière très large, très impactante, et également aussi de développer votre PEA. Et vous pouvez par exemple mettre tous les mois 50 € ou 100 € sur ce produit-là. Alors, une des conditions de l'offre, c'est que votre ordre doit porter sur 100 €. Donc, comme je disais, 50 €. Et il faut que votre ordre soit supérieur ou égal à 100 € pour que votre ordre vous soit remboursé. Voilà, tout simplement. Et il faut l'acheter avec un PEA. Voilà. Voilà le petit tour que je voulais vous proposer. Alors, effectivement, j'avais quelques questions après sur les EPC. Alors, quand on regarde les EPC, effectivement, il y a plein de... il y a différents types de ratios qui sont proposés. Il y a des étoiles Morningstar de qualité. Donc, ça permet, les étoiles sont à chaque fois sur ces étoiles, sur les ratios qui sont proposés, c'est essayer de gérer de manière au plus fine la performance et le risque. Et donc, les gérants qui sont là, effectivement, c'est à chaque fois de trouver le meilleur compromis entre risque et performance, et les différents ratios qu'on peut voir quand on passe sur une fiche de présentation de fonds visent à exprimer et à illustrer cette recherche du meilleur compromis. Sur les EPC, on a des sélections aussi qui peuvent aider, sélections thématiques par exemple, en fonction de l'innovation, de l'immobilier, de la PME, de la santé. Il faudra savoir que sur l'immobilier, il y aura très peu d'EPC éligibles au PEA. Sur l'innovation, effectivement, j'en ai assez peu. PEA, chez les PME, alors là, ils sont quasiment tous. Sur la santé, j'en ai assez peu. Une question qui était posée, c'est sur les PEA PME. Effectivement, le PEA PME, c'est comme, en gros, c'est le petit frère du PEA. Donc, fiscalement, c'est pareil que le PEA, c'est-à-dire que les gains sur un PEA PME qui a plus de 5 ans d'âge, ne peuvent être impactés que par l'impôt que par les prélèvements sociaux, et ne seront pas impactés par l'impôt sur le revenu. Mais avec un PEA PME, on peut investir que sur des valeurs dont la capitalisation est inférieure à 2 milliards d'euros, et c'est des valeurs de l'Union européenne aussi. Donc voilà, donc on sera plus limité en termes de taille de capitalisation
avec un PEA-PME. Avec un PEA-PME, on pourra investir en général jusqu'à 75 000 euros. Et si on a un PEA, on peut investir jusqu'à 150 000 euros. Si j'ai aussi un PEA-PME, je pourrais faire jusqu'à, avec 75 000 euros supplémentaires, aller à 225 000 euros. Mais une nouvelle disposition, ou du moins récente, fait que si ce qui est important, c'est que le PEA-PME peut avoir un plafond qui peut aller jusqu'à 225 000 euros s'il n'y a pas de PEA. Alors, on va regarder PEA, PME et PEA additionnés, ça fait 225 000 euros en utilisant le PEA-PME, mais le PEA ne peut jamais aller au-dessus de 150 000 euros. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Voilà, donc ce qui m'intéressait maintenant, c'était peut-être de redire un mot, puisque ce webinaire touche à sa fin, sur tout ce que, effectivement, EasyBourse, donc vous avez compris qu'on avait tout un ensemble d'outils, de ressources pour vous aider sur le site d'interface. Et il y a aussi, bien sûr, notre service commercial. Alors, si vous voulez ouvrir un compte, si vous voulez savoir ce que peut vous proposer EasyBourse, et puis si vous êtes déjà client EasyBourse, eh bien, notre service client. Donc, ces services-là, très disponibles, vous répondent jusqu'à 20 heures. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos questions, pour votre participation, votre présence. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis donc à bientôt sur EasyBourse. Bonne soirée.